Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être des masses croissantes au fil du temps à enjamber cette action sociale menée au cœur des familles nécessiteuses et indigentes. Notre cause est noble et vertueuse, celle de mutualiser les efforts, rassembler les moyens afin bien sûr d'apporter le sourire sur le visage de celles des personnes qui l'ont perdu. Regard social, au-delà d'être bien sûr un moment de rassemblement, c'est également un moment pédagogique où nous essayons d'apporter des solutions ou encore des éclairages sur des problèmes de santé que connaissent pas mal de personnes. Regard social, loin bien sûr de l'indifférence des uns, loin de l'insensibilité des autres, est un autre regard de faveur que nous portons sur les causes même les plus perdues. Regard social de ce soir vous plonge dans le cœur d'une famille terrassée par la misère et bien sûr les tourments d'une maladie qui pèse sur les épaules de l'ensemble de cette famille. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus et bonne arrivée à chacun. L'histoire est celle d'une fille de la vingtaine. Anne-Marie, puisqu'il s'agit d'elle, est une fille éprise d'amour pour son tourtereau. Et pour manifester cet amour de façon matérielle, Anne-Marie n'aura d'autre solution que de lui confier ses entrailles pour porter l'enfant qui devrait être le fruit de leur amour. Sauf que, malheureusement, pendant le déroulé de la grossesse de fil à aiguille, elle connaîtra des anomalies pendant le déroulement de cette grossesse. Des anomalies qui, à la fin, vont manifestement présenter un enfant avec des parties génitales. On ne peut plus mieux comprendre que des spécialistes qui nous rejoindront, bien sûr, sur ce plateau. Anne-Marie, rappelez-vous, est passée sur ces antennes et surtout dans cette émission. Il s'agit du cas du bébé Chris Michel, qui connaît une anomalie congénitale. Et aujourd'hui, elle est sur ce plateau pour qu'on en sache plus autour de la vie de bébé Chris Michel et surtout ce qui est devenu bébé Chris Michel. Mais avant, je préfère vous replonger en arrière, dans notre rétroviseur, pour véritablement toucher du doigt la réalité qu'a connue Anne-Marie pendant et après la grossesse. Douala, quartier Cité-Sic, dans le 5e arrondissement. Devant cette maison, où se tiennent les composantes de la famille, nous sommes interpellés par des pleurs, ceux d'un nourrisson torturé par une douleur indescriptible depuis sa naissance. Malgré la chaleur maternelle que lui procurent les cuisses de sa mère sur lesquelles il est allongé, les cris stridents qu'émet bébé Chris Michel sont l'expression de la souffrance qu'il subit. Il est tellement malade, il ne dort pas, il ne dort presque pas. Toujours en train de crier la douleur, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas un poisson d'avril d'apprendre que le bébé qui fait perdre le sourire à ses parents est né un certain 1er avril 2020. Cet enfant innocent embrasse la vie avec un ventre ouvert qui laisse transparaître ses intestins. Tout son pubis, son nombril, tout se repose au niveau de son ventre. C'est totalement ouvert. Il fait les selles par le haut. Ils sont tellement mal. Il fait les selles par le haut et le pubis, l'anus, tout ça là se retrouve ici en haut de son ventre. Et au niveau de l'ombrine, il y a une ouverture au niveau de l'ombrine. De l'intérieur, on peut voir ses intestins. Oui, j'ai normalement suivi les examens pendant la grossesse. À 30 semaines de ma grossesse, c'est là où on constate l'anomalie de l'enfant. Déjà, quand je partais faire mes visites, quand je partais faire mes échographies, cette anomalie ne se voyait pas. On n'avait pas encore constaté cette anomalie-là. C'est à la fin
C'est à la fin qu'on constate que l'enfant a une grave anomalie au niveau de son ventre, au niveau de sa paroi. À la fin. Quand j'allais faire ma dernière échographie pour me rassurer que tout va à la norme, tout va très bien. C'est d'où on constate ce dégât-ci. Anne-Marie est à sa première expérience de parent. Âgée de 20 ans, la fille mère a quitté les bancs avant la fin de son second cycle à cause de la grossesse. Elle fait savoir que, malgré l'anomalie constatée, elle attendait son bébé avec la patience de premier chrétien, d'où la provenance des prénoms. Pendant que j'étais enceinte, j'ai prévu appeler le bébé Chris Michel. Chris Michel. Déjà parce que dès lors où j'ai constaté que j'avais ce bébé qui avait ce mal dans mon ventre, j'ai décidé de remettre cet enfant entre les mains du Seigneur. Parce que partout où j'allais, on m'a fait comprendre que l'enfant n'a même pas un jour de suivi sur terre. Qu'il fallait déjà qu'on enlève cet enfant dans mon ventre. J'ai décidé que non, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. De là où j'ai décidé que l'enfant va s'appeler Michel comme un ange de Dieu et Christ comme un envoyé du Seigneur sur terre. Je voulais le voir, je voulais porter mon tout premier bébé. Je ne pouvais pas qu'on évacue l'enfant comme ça sans que je l'ai vu. Je sais que Dieu est miracle, il peut exaucer. Il peut exaucer et guérir cet enfant. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près de ses eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sanctuaires de sa justice. Au sein de cette famille, le bébé Chris Michel est le tout premier petit-fils. Avec le ventre ouvert qui laisse entrevoir les intestins de l'enfant, le risque d'infection est grand puisque le bébé n'est pas pris en charge par les mains expertes du personnel médical, faute de moyens financiers. J'ai peur qu'il soit infecté. Je suis comme ça à la maison, faute de moyens. Voilà pourquoi je suis à la maison. Sinon, je serais à l'hôpital avec lui. J'ai vraiment peur, son ventre est ouvert. Tout ce qu'on fait comme pansement ici à la maison, j'ai l'inquiétude que ça peut l'infecter. Le voilà qui pleure. Et quand il pleure, ça me fait aussi pleurer parce qu'il a mal. Il souffre tellement. Cet innocent qui s'accroche à la vie malgré sa situation n'a pas choisi de naître en ce moment où le Cameroun traverse une crise sanitaire inattendue. Selon les grands-parents de bébé Chris Michel, leur petit-fils est une autre crise qu'ils souhaitent endiguer avec le concours des âmes de bonne volonté de Regard Social. Je suis allée à Equinox pour demander de l'aide. Parce que je n'ai rien, je n'ai pas de moyens. Si vraiment les hommes de bonne volonté, les âmes de bonne volonté peuvent me venir en aide pour la suivi de cet enfant. Je vous en supplie de me venir en aide, pardon. Je ne sais quoi faire. Je ne sais où aller. Les moyens ne me permettent plus d'avancer avec cette situation.
Je viens tendre la main à tous les âmes de bonne volonté, qu'ils me viennent en aide. Le cas mis en vitrine ce soir, vous le découvrez peut-être. Pour d'autres personnes, vous redécouvrez ce cas puisqu'il s'agit de bébé Chris Michel, qui a d'ailleurs constitué à la substance de l'édition du 9 avril 2020. Aujourd'hui, sa mère Anne-Marie est présente parmi nous sur ce plateau d'ailleurs. Elle vient nous raconter les déboires et surtout tout ce qu'elle a pu endurer pendant la grossesse et surtout après la grossesse. Anne-Marie, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Bonsoir. Tu en es à ton énième passage par ici. Effectivement. Tu es la mère de Bébé Chris Michel. Alors, raconte-nous plutôt comment s'est déroulée ta grossesse. Chose pas facile. Pendant ma grossesse, j'allais très bien. J'avais pas de problème. Je vivais ma période de grossesse sans inconvénient. Je faisais ce qu'il fallait. J'allais à l'hôpital. Je faisais mes visites prénatales, tout naturellement. J'ai commencé par faire mes échographies, savoir de quel sexe il s'agissait. J'ai fait les échographies. On m'a dit que c'est un garçon. J'allais bien, je n'avais pas de problème. Tout ce que le médecin m'a prescrit, j'ai pris ça. Tout ce que le médecin a demandé que je fasse, je l'ai fait. Donc j'allais bien. Ma période de grossesse s'est très bien déroulée. Je me souviens, le 7 mars 2020, je m'en vais pour faire ma dernière échographie. Arrivé à l'hôpital, le médecin constate que l'enfant a une anomalie congénitale. Il me fait comprendre, comme c'était un médecin anglophone, je suivais mes examens à l'hôpital de Newbell. Comme c'était un médecin anglophone, il me fait comprendre que l'enfant a une anomalie congénitale qu'on appelle la paroachisie. Moi, je ne comprenais pas. Il me dit depuis 20 ans de service, il n'a jamais vu ce genre d'anomalie. Et nous sommes à quelle phase de la grossesse là? Nous sommes à quelle période? À la dernière période. À la dernière période, parce que durant toute ma période de grossesse, il n'y avait pas de problème. On n'avait jamais constaté que l'enfant avait une anomalie congénitale. Est-ce que c'est le même médecin qui suivait l'enfant que cette fois-ci qui vous a fait cette révélation? Non. Vu que ça n'allait pas, j'ai fait la dernière échographie à l'hôpital de district des Sœurs à la BPCité, à la Cité, pas loin de la maison. Arrivé là-bas, le médecin a constaté cette anomalie. Il me fait donc comprendre, si je ne suis pas sûre, si je ne suis pas certaine, il faut que j'aille refaire ailleurs. En moins de 3 jours, j'ai encore fait 5 échographies. On m'a demandé de faire l'échographie 3D. Je suis allée faire l'échographie 3D dans une clinique. Effectivement, l'enfant se présentait avec une anomalie congénitale. Ils ont essayé de me recadrer, ils ont essayé de me soutenir, de me dire comment est-ce que je dois prendre la chose. D'autres médecins m'ont apporté leur avis et me donner les encouragements. Me faire comprendre que ce n'est pas une chose facile, mais avec la famille, il faut que je leur fasse part de la chose et qu'ensemble, on puisse prendre une décision et on doit revenir leur voir. Bien évidemment, ils m'ont dit, je suis jeune, j'ai de l'avenir devant moi, mais si je n'ai vraiment pas les moyens pour accueillir cet enfant parmi nous, ça ne vaut pas la peine. Et en ce moment, lorsque tu reçois ce genre de propos, dans quel état d'esprit tu es? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te vient dans la tête? J'avais très mal, je ne peux pas dire le contraire. J'avais tellement mal, j'étais déprimée. Direct, je rentre à la maison, j'étais accompagnée de mes frères et sœurs, ma maman. Quand je rentre à la maison, moi, dans mon état, je rentre dans ma chambre m'enfermer. Je dis, c'est impossible. Je ne peux pas faire ce qu'il me demande de faire. Je ne peux pas accepter de me faire
avorter à 38 semaines ou de me retirer l'enfant. Je veux aussi voir avec mes yeux. Ça allait tellement mal que je me suis retrouvée à l'hôpital avant le jour de la grossesse. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Je me suis retrouvée dans un sale état. Donc je me retrouve à l'hôpital. Sors de l'hôpital le lendemain. La famille essaie de m'apporter leur part d'idées. Moi, j'étais quasiment carrée. Les idées, c'était lesquelles, concrètement? Ta décision, on va l'accepter. Ce que tu choisis de faire, on va t'accompagner. Moi, j'ai décidé de ne pas me faire retirer cet enfant. J'ai décidé d'attendre et d'accoucher. Parce que déjà, les médecins m'ont fait comprendre, quand la poche d'eau va se percer, soit c'est l'enfant, soit c'est moi. Vu que l'enfant avec un ventre ouvert, selon l'échographie, l'enfant avec un ventre ouvert avant que j'accouche, ils m'ont dit, si je ne me fais pas avorter d'une manière ou d'une autre, soit c'est moi qui passe, soit c'est l'enfant qui passe. Moi, je leur ai fait comprendre que déjà présentement, mes moyens ne me permettent pas de suivre une certaine procédure. Je préfère accoucher de manière, même s'il faut que je parte, je préfère le faire en sauvant une vie. Je préfère le faire en sauvant une vie que de le faire parce que vous l'aviez dit. Moi, je préfère attendre et voir la suite. Voir si vraiment c'est comme ça que l'enfant se présente. Alors, le jour où vous avez donné vie à cet enfant, le jour de la délivrance, vous avez certainement tenu votre enfant dans les bras. Oui, j'ai donné vie à l'enfant le 1er avril. Le 1er avril 2020. 1er avril 2020, effectivement, l'enfant est né avec un ventre ouvert. Je ne croyais pas, je n'arrivais pas à comprendre. Je me demandais vraiment si c'est l'enfant que j'ai porté dans mon ventre parce que déjà, à 9 mois de grossesse, je n'avais aucun mal. C'est à peine si j'ai les maux de tête, c'est à peine si j'ai les nausées comme toute femme. Je n'arrivais pas à croire. Je n'arrivais pas à croire que c'est moi et que c'est mon enfant. Alors, le vécu, après bien sûr la naissance de l'enfant, comment était ton quotidien? Quel était le regard que la société jetait sur toi? Comment est-ce que ton entourage te regardait? Quel était ton quotidien avec cet enfant? Ça ne manque pas. Les moqueries, les critiques de part et d'autre. Certains venaient m'encourager comme ils pouvaient, d'autres venaient se moquer de moi. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. C'était difficile de supporter les critiques d'une personne, les critiques de plusieurs personnes, les regards des gens. Comment est-ce qu'on regardait l'enfant, comment on me regardait, les murmures et tout. D'autres se permettaient même de dire c'est un démon, il faut jeter, il faut faire ceci, il ne faut pas garder ce genre d'enfants, ce n'est pas des bons enfants et tout. Ils viennent te nuire, tu es encore jeune, ils viennent te déranger et tout. Ce n'était pas facile. Mais j'ai pris les choses à main. J'ai remis tout entre les mains de Dieu. Je dis si c'est mon enfant, si moi, mes parents se sont battus pour que j'ai cet âge jusqu'à aujourd'hui, je vais me battre pour au moins garder cet enfant pour un jour de vie. Même s'il faut qu'il parte de manière naturelle. J'ai bien accouché. Je n'avais pas de problème. J'ai accouché à moins de 8 minutes que je suis montée sur la table. Je n'avais pas de complications. L'enfant est bien sorti. Merci du courage dont tu fais montre en nous rejoignant, surtout en répondant à ce rendez-vous. Un rendez-vous d'ailleurs qui essaye de remettre en vitrine, remettre au goût du jour, remettre au-dessus de la pile le problème qui est le tien, la déformation, l'anomalie congénitale. Et pour nous tenir la chandelle, pour nous éclairer sur les questions de santé, nous avons pour tradition dans ce programme d'inviter l'avis des experts sur un plateau débat. Et pour nous accompagner, docteur Gembo Stéphane est généraliste, il est parmi nous ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Regard Social. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Et à votre extrême droite, docteur Djengoué, psychologue clinicien. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci pour l'amitié que vous nous faites d'être là. À vous. Alors docteur, je commence par vous. Vous êtes psychologue. Dites-nous plutôt, comment peut se sentir un sujet qui voit pour la première fois le fruit de ses entrailles connaître une dysformation? Je ne sais quoi vous répondre maintenant parce que
l'expérience qui nous est décrite ici est mieux exprimée par la personne qui l'a vécu. Donc à la première personne du singulier, elle a su présenter un parcours qui commence comme un joli roman d'amour et donc qui autorise qu'il y ait tout l'espoir et la romance nécessaire quand il y a de l'amour. Et donc, au moment où la grossesse intervient, il n'y a absolument aucune raison d'imaginer que celle-ci va devenir une expérience, j'allais dire, cauchemardesque au fur et à mesure de son évolution. Donc, on voit comment le rêve tout grandiose et très joli qui entoure la relation amoureuse va progressivement devenir un cauchemar. Elle a beaucoup parlé d'elle. Elle a aussi beaucoup parlé de ce fœtus qui s'est présenté à l'échographie avec des anomalies qui auraient justifié d'un point de vue strictement médical peut-être que des décisions difficiles soient prises, notamment celle d'une interruption médicale de grossesse. Elle a parlé de son choix de vivre l'épreuve qui était déjà difficile de cette grossesse, mais aussi peut-être de connaître le privilège de faire venir au monde une vie dont elle défend le droit d'exister. Mais elle a très peu parlé du co-auteur ou du co-responsable de cette vie. Et peut-être que c'est cette expérience-là que nous aurions besoin peut-être de découvrir aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus global et avoir une représentation de l'impact final de cette situation sur elle, qui semble être la seule responsable dorénavant, alors qu'aucune vie humaine, aucune vie animale en général n'apparaît sans la double contribution des deux géniteurs. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'on aurait besoin d'un peu plus d'éclairage, et puis le psychologue que je suis se permettra ou s'autorisera quelques commentaires une fois ces éléments-là fournis à notre gouvernement. D'accord. On reviendra donc à vous dans un court moment. Je vais me tourner vers le docteur Stéphane. Stéphane qui est médecin généraliste. Alors, dites-nous, vous avez suivi l'élément avec nous. De première vue, quel est le diagnostic que vous posez? De prime abord, avec ce qu'on a, avec le reportage que j'ai vu, le diagnostic le plus probable serait celui d'un gastroschisis. Ça veut dire que c'est un mot composé, gastro veut dire estomac et puis chisis veut dire séparation. Donc ça veut dire qu'il y a séparation de la paroi qui recouvre l'estomac. Donc la paroi abdominale ne s'est pas refermée au moment de la croissance du bébé pendant la grossesse. C'est une pathologie qui est plutôt rare, c'est très rare, mais ça arrive à peu près 3 à 5 naissances sur 100 000 à peu près. Donc les chances de l'avoir sont assez faibles, mais ça peut arriver. Et malheureusement, c'est le cas du bébé Chris Michel. D'ailleurs, on en reparle pour ce qui est des probabilités concernant bien sûr le fait qu'elle puisse revenir sur cette fausse couche. En fait, on va appeler ça comme ça. Docteur Emapé nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir donc. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Vous êtes gynécologue d'ailleurs, vous êtes un habitué de ce plateau, vous êtes de la maison, on va dire ça ici. Alors docteur, on parle de malformation congénitale. Qu'est-ce que c'est concrètement? On aurait dû commencer par là. Qu'est-ce que c'est une malformation d'ailleurs? Quel type de malformation connaissons-nous? Il y a des malformations acquises, c'est-à-dire au cours de l'existence, et puis des malformations congénitales, comme vous l'avez dit, qui sont celles qu'on acquiert au cours du développement de l'embryon et du fœtus, beaucoup plus de l'embryon. C'est ce qu'on va dire congénital, c'est-à-dire ça survient avant la naissance. Le bébé naît avec ces malformations-là, qui sont dues à plusieurs choses. Cela peut être simplement défaut de formation, cela peut être nutritionnel, cela peut être infectieux, cela peut être chromosomique. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer les malformations congénitales, c'est-à-dire que des anomalies des organes d'un être humain qui sont survenus, qui sont composés lorsque cet enfant était encore dans le sein de sa maman. Alors docteur, dites,
Est-ce que pendant la période du suivi de la grossesse, il peut arriver que l'on puisse interrompre l'avancée de l'anomalie congénitale? Oui, lorsque le diagnostic est fait et qu'il est bien fait, lorsqu'on estime que c'est une anomalie qui est incompatible avec la vie, on peut décider, on peut se concerter entre collègues et puis on décide d'interrompre la grossesse. C'est ce qu'on appelle les interruptions médicales de grossesse. Généralement, ça fait partie de ce qu'on appelle les syndromes polymalformatifs. C'est-à-dire qu'on a une malformation, il y a toujours une aiguille qui est un fil qui conduit vers l'aiguille. Il y a une première malformation qu'on découvre et on se dit, alors s'il y a ce type de malformation, cela veut dire qu'il y a probablement d'autres en dessous. C'est dans ce moment-là qu'on va aller chercher ces autres malformations. Lorsqu'il y en a plusieurs, cela peut atteindre le cœur, cela peut atteindre les reins, cela peut être le cerveau. On se dit, quelqu'un qui a un problème au niveau du cœur, au niveau du cerveau, au niveau des reins, et puis encore au niveau de la peau, est-ce qu'il peut facilement vivre avec ça? Ce n'est pas un traumatisme pour la maman que de laisser évoluer la grossesse. Alors, il y a des concepts qui veulent qu'on interrompe la grossesse. Déjà que c'est déjà très difficile pour la maman lorsque vous lui dites que l'enfant que vous avez dans le ventre, il a un 6e orteil, qui est quelque chose de totalement banal. Mais quand vous lui dites il a un 6e orteil, c'est une grossesse qui devient très difficile à porter. Plus, quand vous lui dites, ce n'est pas une seule malformation, ce n'est pas 2, mais c'est peut-être 3, cela devient beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas les médecins généralement qui vont le demander, mais ce sont les parents qui disent, docteur, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, on va rester bien sûr dans ce cadre-là pour parler cette fois-ci des signes qui peuvent annonciatifs. Est-ce qu'il existe des signes qui permettent de dire que l'enfant qui est dans le ventre de façon visuelle, est-ce qu'il y a des signes qui annoncent une malformation congénitale sur la maman, visiblement sur la maman? Est-ce qu'on peut aller sur ce critère-là pour savoir si l'enfant connaît une anomalie ou pas? Mais non, on ne peut pas regarder une femme comme ça qui a un gros ventre et dire l'enfant que tu as dans le ventre, il a des anomalies. Ce n'est pas possible. Il faut des examens pour pouvoir le faire. Beaucoup plus des examens de l'imagerie médicale, à savoir échographie qui est la première chose avec laquelle on parvient à déceler ces choses. Cela peut être une IRM, cela peut être un scanner, bon, beaucoup plus l'IRM. Mais ce qui est conventionnellement, qui est habituellement utilisé pour détecter les malformations, c'est avec ça qu'on détecte la majorité des malformations actuellement, c'est l'échographie obstétricale, faite dans de bonnes conditions. Mais regardez une femme comme ça, elle lui dit, l'enfant que tu portes dans ton sein, c'est un enfant qui n'est pas bien. Ça, il faut aller en Afrique pour pouvoir le faire. D'accord. Merci, docteur, pour cette éclaircie. On va revenir chez le docteur Nguembo Stéphane pour demander cette fois-ci comment est-ce que l'on peut suivre une malformation jusqu'à ce que la maman puisse naturellement mettre l'enfant au monde. Est-ce qu'il y a un suivi qui existe au-delà d'interrompre? Est-ce qu'il y a un suivi lorsque la malformation est déjà bien prononcée, bien plus engagée? Est-ce qu'on peut suivre la grossesse jusqu'à son terme et que l'enfant ne connaisse pas de l'irréparable? Bon, quand on parle de malformation, c'est quelque chose qui est constitutif, c'est quelque chose qui est constitutionnel, c'est présent. Donc, on ne peut pas rebourser chemin, en fait. C'est quelque chose qui est déjà là. La principale chose qu'on puisse faire, c'est surveiller. C'est la surveillance qui est le maître mot. Parce que, comme Dr Mapi a dit tout à l'heure, c'est de savoir si la malformation qu'on a, elle est isolée, s'il n'y a pas autre chose d'associé. Parce que si, en général, ce n'est pas une seule malformation que ce genre de pathologie apporte. C'est souvent, il y a celle-là qui est au devant de la scène que tout le monde voit, mais il est possible qu'il y ait quelque chose en dessous. La surveillance va consister en quoi? Ce sont des échographies régulières, la plupart du temps. On va faire régulièrement des échographies. Si en fonction du collège de spécialistes, ils se rendent compte que l'interruption de grossesse est peut-être la meilleure option et que la famille n'est pas pour, parce que c'est la famille qui a le dernier mot au final. Ou alors si on se rend compte que l'interruption de grossesse n'est pas la meilleure option, on va dire qu'on va surveiller l'évolution de la grossesse pour voir si l'enfant demeure viable. Parce que c'est la principale chose qu'on va vérifier. Vérifier si l'enfant est viable, vérifier s'il n'y a pas une autre malformation qui est cachée. À part ça, on ne peut pas faire grand-chose. Peut-être que sous d'autres cieux, ils sont capables de faire une intervention in utero, mais dans notre contexte, ce n'est pas vraiment possible. À part la surveillance imagérique, on ne peut pas faire grand-chose d'autre.
D'accord. On va essayer de répondre à une question, celle d'ailleurs que j'ai posée en entame de ce programme au psychologue, en me référant cette fois-ci à Anne-Marie. On a parlé de toi, mais on n'a pas parlé du conjoint. Qu'est devenu le père de l'enfant? Que devient le père de l'enfant? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il s'est comporté lorsqu'il a appris cela, la nouvelle? C'était triste. C'était Comment il se triste. comportait? Le soutien, comment vous étiez en ce moment lorsque la nouvelle vous a été rendue? Au départ, ce n'est pas bonne nouvelle. Mais après, on l'a accepté comme ça parce que, après tout, c'est moi d'abord. Il s'agissait de moi. J'ai imposé cela à mon entourage. Je leur ai dit, comme vous voyez, il s'agit de moi et de ma santé, de ma vie. De ma vie, donc, que ça plaise, que ça ne me plaît pas. Moi, je préfère accoucher d'abord. Parce que je ne peux pas accepter de... Je ne peux pas prendre de risques. Donc, ensemble, on a essayé de causer. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très d'accord. Déjà parce que pour un homme, il faut avoir du courage d'accepter ça comme ça. Ils n'étaient pas très fiers. Tout le monde, on attendait l'enfant à bras ouverts. Mais après, ensemble, on a pris la décision, ok, d'accord. Restons dans les prières et espérons le miracle de Dieu. Donc ensemble, le père et moi, nous avons décidé d'attendre jusqu'à la fin. Alors, une fois le bébé né, qu'est-ce que vous avez fait après avoir constaté, bien sûr, l'état dans lequel le bébé se trouve? Qu'est-ce que vous avez engagé comme procédure afin de faire l'enfant recouvrer sa santé? Premièrement, quand l'enfant est né, on a commencé par faire les premiers soins. C'est-à-dire? Essayer de faire un pansement, essayer de couvrir, de lui protéger. Essayer de protéger l'enfant contre les bactéries et les infections. Je suis allée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, ils ont fait les premiers soins. Ils ont fait les premiers soins déjà parce que l'enfant était déshydraté. L'enfant était déshydraté, donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Après, l'argent n'a pas permis qu'on puisse continuer. De là, nous sommes rentrés à la maison. Étant à la maison, j'ai vu comment est-ce que les médecins faisaient et tout. Je me suis mise à faire ça déjà parce que l'enfant ne supportait pas la présence d'une autre personne. Il sentait tellement mal et il fallait du cœur. Il fallait de la force pour pouvoir faire ce genre de choses. Il n'y avait que moi. Bien évidemment, j'étais obligée de le faire. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai essayé de prendre de l'eau, nettoyer avec les gants et tout. Jusqu'au jour, les petits sous sont finis et je me suis retrouvée ici. D'ailleurs, tu t'es retrouvée ici à Regard Social. Regard Social est d'ailleurs un autre regard, beaucoup plus incliné vers les cris de cœur, vers le bruit des pleurs. On essaye à notre manière d'apporter un petit plus afin de contribuer au bonheur des autres, car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Je reviens bien sûr au psychologue, docteur Djemgwe, pour cette fois-ci essayer de comprendre véritablement comment cette dame peut se sentir. Je crois qu'on peut remarquer déjà une posture qui est très forte chez elle, qui consiste à considérer qu'il y a les yeux de l'échographie, de l'imagerie médicale. Tout ceci, ça a pu montrer quelque chose qui semble évident, et donc ce n'est pas contestable. Et puis il y a les yeux de ce qu'on pourrait appeler la foi. Autrement dit, les yeux de l'imagerie me montrent ceci, mais j'attends de faire venir au monde cet enfant pour voir par moi-même, non pas l'évidence de ce que l'imagerie a déjà de manière explicite fait voir et constater, mais voir de mes propres yeux la vie et le type de vie qui va finalement sortir de mon ventre et ce qu'on peut en faire. Le constat est fait que ce que l'imagerie avait constaté était incontestable, mais maintenant, il y avait une responsabilité qui n'est plus seulement la responsabilité médicale, qui est la responsabilité maternelle.
Elle s'y est investie. Elle l'a dit, c'était très difficile et n'importe qui ne pouvait pas faire ça. Donc, on sent qu'il y a un attachement. Et ça, ce n'est pas un métier qu'on apprend à l'école. C'est quelque chose en lien avec quelque chose qui s'est mis en place déjà pendant que l'embryon, le fœtus se développait dans le ventre, mais aussi les représentations, aussi l'investissement émotionnel, affectif, aussi les enjeux sur cette existence. Ça fait qu'un lien extrêmement puissant s'est mis en place et c'est devenu inconditionnel. Et il y a donc tout mis au point que c'est quand ce qui ne dépend plus d'elle, c'est-à-dire les ressources financières, s'épuisent, qu'elle s'en remet maintenant à la solidarité. Mais si tout devait dépendre uniquement d'elle, mais elle aurait mobilisé, et c'est ça qui est admirable, la puissance de cet attachement pour annuler ce que l'évidence, n'est-ce pas, de l'imagerie présentait comme quelque chose d'inextricable. Je veux savoir, est-ce que c'est chez ce genre de patient qui a connu ce genre de naissance, est-ce qu'il n'est pas fort probable qu'une sorte de phobie puisse s'installer, une phobie d'enfanter puisse s'installer sur ce genre de sujet? C'est vrai que là, vous soulevez quelque chose d'assez fréquent, n'est-ce pas, donc, dans la psychopathologie de la maternité. Donc, il y a l'expérience de la grossesse et quelquefois même, avant la grossesse, des difficultés en lien avec les problèmes de fertilité. C'est des trajectoires extrêmement stressantes. Et puis, l'expérience de la grossesse elle-même. En principe, quand il y a un désir de grossesse ou un désir de maternité, une fois que la grossesse est installée, c'est un moment merveilleux de bien-être. On voit comment les femmes enceintes sont épanouies et elles rayonnent du privilège d'être enceinte, parce que c'est une expérience magnifique et merveilleuse. Maintenant, ce parcours et cette expérience de rêve qui aurait traduit la beauté de leur relation amoureuse, est interrompu par une malformation. C'est une mauvaise nouvelle. Or, les mauvaises nouvelles, par définition, ne sont pas là pour créer du bonheur. Donc, ce qui va se passer chez elle maintenant, c'est qu'elle va être confrontée au contraire de ce qu'elle espérait à travers cette grossesse. Ça peut être traumatisant. On aurait pu s'attendre avec ça à ce que la mauvaise nouvelle soit le déclencheur d'une cascade maintenant de complications obstétricales. Elle aurait pu, par exemple, avec sa grossesse, voir sa tension artérielle, n'est-ce pas, se désorganiser et puis déboucher sur des phénomènes assez courants au niveau obstétrical à la maternité, où on voit, quand on parle d'éclampsie, de pré-éclampsie, des choses comme ça, il y a des composantes émotionnelles, il y a des composantes psychologiques aussi qui sont liées à ça. Donc si sa grossesse, à cause de cette mauvaise nouvelle, avait été un trauma puissant, peut-être même qu'il n'y aurait pas eu d'interruption médicale. Ça veut dire que ça se serait arrêté tout seul à cause du trauma. Donc c'est une façon de voir comment ces ressources personnelles ont un peu démenti l'évolution un peu chaotique que ça aurait pu avoir du fait d'un possible psychotraumatisme. Visiblement, ici, elle a déjoué ce scénario. Et elle conserve la capacité d'accueillir ce bébé tout en sachant que c'est un bébé qui n'est pas conforme à ce qui est théoriquement attendu. Elle conserve la capacité de chérir ce bébé, de soigner ce bébé. Elle conserve la capacité même de revendiquer le droit pour ce bébé d'avoir une vie. Et elle semble tirer de cela une forme de fierté et de satisfaction. Ça, c'est un état psychologique qu'on ne trouve pas chez les personnes qui sont traumatisées. Maintenant, la suite est entre les mains, non plus de cette maman, mais entre les mains de la solidarité. Et c'est peut-être l'intervention et la qualité de l'intervention de la solidarité qui pourrait renforcer la sécurité dont elle a fait preuve jusqu'à maintenant pour elle-même et pour le bébé. Mais si la suite de l'intervention et si cette solidarité était défaillante, c'est probablement à ce moment-là que non seulement le trauma se montrerait, mais l'intensité et la violence de ce trauma pourraient être
d'une magnitude catastrophique. Merci. Alors, docteur Emapi, il y a certainement des interrogations déjà qui surgissent dans des consciences à la maison. Il y a des personnes qui veulent savoir, est-ce qu'il y a de fortes chances que la mère puisse faire des enfants qui soient des enfants normaux? Ah, bonne question. Ça, c'est la question qui se pose très généralement chez les couples qui ont eu un enfant mal formé. Comment sera le prochain bébé? Non, pas forcément. C'est vrai qu'il est toujours demandé de faire une étude des chromosomes, une étude cytogénétique pour savoir effectivement s'il y en a dans la famille, si c'est une maladie qui devrait être héréditaire. Si en dehors de ces situations-là, ce n'est pas dit que forcément le prochain bébé ou bien les autres bébés seront des enfants malformés. Donc on se rassure très bien là-dessus. Il y a des éléments qui peuvent provoquer des malformations qui sont assez connus. Mais c'est vrai aussi que, et ça il est important de le dire, pour qu'on ne soit pas totalement traumatisé, que les gens ne se culpabilisent pas forcément. C'est parfois des accidents de la nature qui font que ces malformations surviennent. Et qui dit accident, ce n'est pas tout le temps qu'on devrait faire un accident. Donc il faut se dire, c'est pas parce que c'est arrivé que ça arrivera. D'ailleurs, on les conseille très généralement de prendre une autre grossesse pour pouvoir faire le deuil rapidement et se repositionner vers quelque chose de positif. Lorsqu'on a ce genre d'enfant déjà qui, à la naissance, le ventre est carrément dévoilé, révèle ce que l'enfant a dans son intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Des mesures à prendre pour que l'enfant puisse bénéficier encore du souffle de vie? Alors, est-ce qu'il aurait pu avoir une prise en charge qui puisse permettre à l'enfant de garder sa vie jusqu'au jour, de garder la vie? Alors, Dr Njengwe parlait tout à l'heure de la relation qui existe entre la maman, beaucoup plus, je dis la maman, le papa, et le bébé. Alors, ils ont appris à aimer ce bébé depuis qu'il était dans le ventre. Alors, lorsqu'un enfant naît, je pense que les parents leur procurent les soins dont il a franchement besoin. C'est peut-être les autres qui vont jeter un regard discret, mal intentionné sur l'enfant, mais les parents, on s'est toujours rendu compte que c'était un enfant qui est toujours bien chéri comme tous les autres enfants. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. La preuve, c'est qu'il leur apporte toujours les soins médicaux adéquats dont l'enfant a besoin. Et pour le cas qui nous concerne, nous a très bien dit que c'est quand ses forces se sont épuisées qu'elle a laissé. Cela veut dire que même si elle avait une fortune, elle aurait déversé tout ça dedans pour qu'on puisse sauver son enfant. Donc, l'enfant a besoin de ses soins comme tous les autres. Il a besoin de manger comme tous les autres. Parce que même si au fond de nous, parfois, nous savons que c'est un homme polymalformatif, ça va finir mal, on accompagne quand même. Parce que quand quelqu'un est malade et qu'on sait qu'il est près de la mort, ce n'est pas une raison pour laquelle on va l'abandonner. Il faut l'accompagner. C'est un être humain. Il faut faire tout ce dont c'est possible afin que ces quelques jours qu'il a sur la terre soient tout de même heureux. Et ceux qui sont en mesure de le faire, ce sont l'entourage, ce sont les parents. Alors, je reviens sur ma question en d'autres termes. La prise en charge existe-t-elle? Si oui, quelles sont les mesures? La prise en charge dépend des malformations. Je vous ai dit, il y a des syndromes polymalformatifs pour lesquels il est difficile de faire quelque chose. Mais pour d'autres malformations, oui. Si nous prenons le cas tout à l'heure, s'il s'agit simplement d'une malformation isolée, par exemple, c'est une omphalocèle derrière laquelle il y a beaucoup quelque chose, le confrère a essayé de donner un diagnostic tout à l'heure, je pense que cela devait être ce qu'on appelle le OIS syndrome. Si c'est quelque chose qui est isolé, supposons le cas d'une omphalocèle simple, on sait que ça peut se traiter, même si cela se fait parfois pour les cas qui sont très larges, en 2 étapes, mais on sait que ça peut se faire. Si quelqu'un a une malformation cardiaque, on sait qu'aujourd'hui qu'il y a des chirurgies cardiaques qui permettent de remédier à ça. Une malformation rénale, on sait qu'il y a des chirurgies qui permettent de le faire. Mais quand c'est quand même quelque chose de chromosomie, prenons le cas par exemple d'une trisomie 21, non, c'est difficile de vous dire qu'on va y remédier. Parce que c'est comme ça, c'est fait dès la naissance et qu'on ne peut pas y faire. On ne peut rien faire. Il y a simplement un accompagnement à faire. Donc, ça dépend. Il y a des situations pour lesquelles on peut bien apporter une solution, mais certains pour lesquels c'est simplement un accompagnement qui pourra le faire. Et parlons bien sûr des mesures préventives. Quelles sont des mesures pour bloquer, mettre bien sûr à carreau ce genre d'anomalie pour que ça ne survienne pas? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour les parents, pour les mamans? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait de faire des tests. Y a-t-il d'autres mesures qui s'appliquent? Oui, il faut dire que il y a, je l'ai dit sur le plan étiologique, il y a plusieurs types de malformations. Il y a des malformations qui sont d'origine infectieuse, des malformations qui sont d'origine chromosomique, des malformations qui sont, on ne va pas dire véritablement quelle est la cause, simplement au cours de l'embryogenèse, il y a un problème qui s'est posé, mais également des malformations qui sont dues à l'attitude qu'on peut adopter au cours d'une grossesse. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est des médicaments qu'on consomme, il faut éviter de le faire. Maintenant, si c'est sur le plan infectieux,
Dans nos contrées, c'est parfois difficile de les prévenir totalement parce qu'on ne fait pas tous les examens qu'il faut. C'est beaucoup plus ces virus qui sont très délétères pour l'embryon. Or, malheureusement, nous ne faisons pas tous les examens virus qu'il faut. Par exemple, le cytomégalovirus, par exemple, l'herpès, c'est des choses qui peuvent quand même donner quelque chose. Mais d'autres, les femmes parviennent quand même à le faire. C'est important de faire ces examens et de découvrir s'il y a quelque chose et puis qu'on soigne. Il y a certains examens, certaines pathologies que lorsqu'on découvre chez la femme enceinte, on surveille le bébé et on se rend compte que cette infection a affecté le bébé à tel point qu'il ait pu provoquer des malformations qui sont repérables. Lorsqu'on se rend compte que ça a un problème, ça, il y a ce qu'on y a fait. Mais par contre, parfois, on peut se dire, on peut traiter ces affections-là et puis évidemment, on peut traiter. Donc, prévenir, effectivement, c'est faire des examens qu'il y a à faire pour ceux qui sont possibles et puis ça, on va traiter, mais pour d'autres, vraiment, il n'y a pas quelque chose à faire. D'accord. Avec vous, docteur Nguembu Stéphane, on essaye de comprendre. La jeune dame disait tout à l'heure dans son propos, dans son déroulé, qu'elle a suivi des visites pendant la phase de la grossesse, mais sauf que le mal n'a pas pu être détecté. Comment comprendre cela? Ce n'est pas très surprenant qu'on n'ait pas découvert en fait. La découverte se fait en fonction du stade de la grossesse déjà. Parce qu'il faut qu'il y ait le stade où c'est censé se former, que ça arrive, avant qu'on se rende compte que ça ne s'est pas formé normalement. Ça, c'est la première chose. Donc, si au moment où on a fait les premières échographies, parce que je n'ai pas les dates exactes des différentes échographies, au moment où on a fait les échographies, si on n'était pas encore arrivé au stade de formation de la paroi abdominale, en l'occurrence de ce qui nous intéresse aujourd'hui, on n'aurait rien vu. Maintenant, la prochaine échographie qui a été faite, qui nous a permis de déceler, on ne peut que féliciter qu'on ait pu voir ça. Parce qu'il est fort possible qu'on ne voit rien jusqu'au moment de l'accouchement. Donc celui qui a réussi à voir, il est à féliciter. Ça, c'est la première chose. Maintenant, déceler une malformation dépend de l'étape à laquelle on se retrouve au niveau de la grossesse. Parce qu'au fur et à mesure de la fécondation jusqu'au jour de l'accouchement, il y a des organes qui se forment au fur et à mesure que le temps passe. Donc pour déceler la malformation d'un organe ou d'un tel autre, il faudrait que le moment de la formation de cet organe-là soit arrivé. S'il n'est pas encore arrivé, on ne verra rien. Et on va dire que malheureusement, la paroi abdominale, c'est l'une des parties avec le tube digestif complètement, c'est l'une des parties avec le cerveau qui se forme en dernier. Donc c'est souvent au 3e trimestre, fin 2e trimestre qu'on arrive à déceler quelque chose avec les appareils qu'il faut. En l'occurrence, l'échographie 3D dont elle a parlé. C'est vraiment ce qui peut nous aider le plus à voir quelque chose. Est-ce que les complications sont survenues pendant l'attente, bien sûr, de la manifestation, de la malformation? Il n'y a pas de manifestation parce qu'elle a dit, en général, il n'y a pas de symptômes. Il n'y a pas un symptôme qui va vous dire que, en fait, il y a telle malformation qui est survenue ou telle autre. Un ressenti peut-être? Il n'y a pas de ressenti particulier. En général, on ne ressent rien. C'est-à-dire, c'est vraiment de façon fortuite, pendant qu'on fait une échographie de routine, une échographie programmée, qu'on se rend compte de ce genre de choses. C'est très rare d'avoir un symptôme que la maman va vous dire j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, enfin je vais dire un symptôme qui va indiquer une échographie qui n'était pas peut-être programmée. C'est vraiment très rare. Docteur Djemgwe, vous êtes là vraiment à caractère pédagogique parce qu'au-delà bien sûr de l'aspect social, au-delà de tendre la main pour la magnanimité de ces personnes nombreuses d'ailleurs qui sont à se manifester à chacun des cas, vous êtes aussi là pour nous apporter un petit éclairage sur certaines choses qui risquent d'échapper à notre intellect. Alors, je reviens cette fois-ci parce que certainement dans cette situation, il y a des familles qui s'y retrouvent. Comment, après avoir eu ce genre de cas, lorsqu'une maman met un enfant comme ça au monde, comment traverser ça? Je me permets de revenir un peu sur l'expérience de la grossesse avant éventuellement d'embrayer sur ce qu'on peut en apprendre d'un point de vue un peu plus général. Émotionnellement parlant, je crois que l'investissement de la grossesse joue un rôle très important à la fois dans l'équilibre, le bien-être, la santé mentale de la mère qui porte cette grossesse, mais aussi plus tard, dans le bien-être du bébé qui va venir. C'est-à-dire que
le neurodéveloppement, donc pendant le développement du fœtus, est aussi un peu lié à la qualité de la santé physique et mentale de la mère. Ce n'est pas pour établir une relation émotionnelle ou psychologique entre le cas qui nous concerne aujourd'hui et puis le bien-être de la mère. C'était juste un commentaire comme ça. Donc ce n'est pas un lien causal qui pourrait consister à dire que la santé mentale de la mère, ayant été éventuellement précaire, alors elle est la cause de ce que l'on constate là. Ça n'a aucun rapport. Maintenant, où est-ce que la santé mentale de la mère a été, j'allais dire, déterminante? Elle a été déterminante positivement. Parce que quand il y a une précarité émotionnelle, quand il y a des drames et des psychotraumatismes, quand il y a des maladies mentales ou des maladies physiques au décours de la grossesse, ben, ça peut impacter la survie même du fœtus. Il y a des cas où, par exemple, le fœtus pourrait juste mourir dans le ventre parce que la mère a un problème de santé qui n'est pas favorable, qui ne permet pas le développement du fœtus. Ou il y a des cas où des accouchements prématurés vont s'imposer parce que la santé mentale de la mère oblige une sortie prématurée du bébé. Dans son cas, elle est arrivée quasiment à terme, mais elle a signalé quelque chose qui laisse penser que peut-être vers la fin, ses ressources commençaient à décliner d'un point de vue émotionnel. Elle a dit qu'elle est arrivée à l'hôpital avant le temps. Si je pense avoir... Elle a fait la dernière échographie. Voilà. Et donc, elle est arrivée un peu avant. Et donc, ça veut dire que le dernier tronçon de la trajectoire de grossesse a pu être un peu plus un vrai challenge. Ça veut dire qu'elle était un peu plus stressée. Et ceci, bien sûr, n'était pas suffisamment sévère pour qu'on ait un accouchement compliqué. Elle a dit, ça a duré 8 minutes. 8 minutes, docteur Emapi, tous ceux qui sont les habitués, n'est-ce pas, des accouchements, c'est une performance, n'est-ce pas? C'est très rapide. C'est très rapide. Donc, quand je souligne cet aspect émotionnel et la santé mentale de la mère, vraiment, c'est pour nous féliciter de ce que ces circonstances qui auraient pu être hyper traumatisantes et donc compromettre même au niveau obstétrical le confort de l'accouchement, ben, ce n'est pas ce scénario-là qu'on a vu. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour la suite, sachant qu'elle a voulu que cet enfant vienne au monde, ce qu'elle voit peut la traumatiser. Peut-être qu'elle n'en est pas là, mais elle semble être vraiment aujourd'hui épuisée en termes de ressources. Comment est-ce que des parents, maintenant, confrontés à cette situation-là, peuvent évoluer, peuvent avancer? C'est à ce niveau que la santé mentale de ces derniers peut faire la différence. Il y a des parents qui, malheureusement, développent ce qu'on appelle des syndromes du postpartum, dépression ou psychose du postpartum, et qui, dans les 6 mois en général, l'année qui suit l'accouchement, développent des attitudes, des comportements qui remettent en cause maintenant la sécurité et la survie du bébé. La maman peut par exemple développer, sous sa forme dépressive, un rejet du bébé, une incapacité à s'en occuper. Ça veut dire qu'elle ignore l'existence du bébé et elle est tellement détachée que finalement la survie du bébé va être compromise parce que la maman est incompétente. Ça, c'est la forme un peu dépressive de ce syndrome du postpartum. L'autre est encore plus inquiétante, c'est que la maman peut se mettre à détester le bébé. Donc, elle va considérer que sa vie est devenue un peu un cauchemar, etc. à cause de ce bébé. Il devient le bouc émissaire du drame de sa propre vie. Et dans certains cas, la survie du bébé va dépendre de la capacité de l'entourage à séparer la maman de son fœtus, parce que sinon elle peut elle-même interrompre la vie du bébé. Donc, voilà des scénarios que l'on pourrait voir si elle
avait subi un trauma grave. Donc, ce n'est pas ce qui se présente. Et donc, pour protéger le bébé et protéger la maman, une fois de plus, peut-être que le relais mériterait d'être porté par l'assistance et la solidarité. Alors, je me retourne cette fois-ci vers Anne-Marie. Anne-Marie, quels ont été les arguments qui te permettent de surmonter cette épreuve? Les arguments qui t'ont permis de tenir, de voir ton enfant essayer de tenir, d'avoir goût à la vie. Sur quoi est-ce que tu te penchais? Quel était ton réconfort pour vivre cette situation? Tout premièrement, je suis d'abord une chrétienne. Ce nom Anne-Marie n'est pas donné n'importe comment. Je suis une personne qui croit beaucoup en Christ. Je prie beaucoup. Et de par mes prières et ma foi, je me dis rien n'est impossible à celui qui croit. J'avais toujours la détermination de... J'avais ma définition, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. J'avais cette définition. Mes parents se sont battus pour moi. Je dois me battre pour ma progéniture. Je gardais cette force en moi. Je dirais du surnaturel. Je ne faisais pas d'efforts. Je ne faisais pas grand-chose. Je savais que ça allait aller, que je suis la bonne voie. Donc, je gardais toujours cet espoir en moi. Je me disais, je ne me décourage pas, je ne me laisse pas abattre. Je prenais la force, je priais, la force venait seule. La force venait seule. Je n'ai pas dit je bagarrais ou je tapais une personne, non. Mon courage venait seul. La force de tenir. La force de tenir, oui. Ça venait seul. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Bon. Je saurais vous dire quoi. Et aujourd'hui, tu es là. Qu'est devenu bébé Chris Michel? Où est bébé Chris Michel? Après ce dur combat de 11 mois, 3 jours de son anniversaire, l'enfant m'a quitté. Bébé Chris Michel a décidé d'aller se reposer. J'ai gardé l'enfant, j'étais avec lui. J'ai allaité bébé Chris parce que de par sa malformation, il ne pouvait pas manger. J'ai allaité l'enfant de 0 à 11 mois, jusqu'au jour où il a décidé qu'il ne prend plus rien. Maman, il faut te reposer. Le 26 février, à 22h07, j'avais l'enfant avec moi, je le berçais. L'enfant est mort dans mes bras. Je savais que l'enfant dormait. L'enfant a décidé de me quitter comme ça. Il est parti sans aucune manifestation. Je ne pouvais imaginer que l'enfant est en train de partir. Pour dire, bon voilà, je cours à la pharmacie, je m'en vais acheter les remèdes, ou alors qu'est-ce que je dois faire, voisine, il fait comment? Voilà l'enfant qui est en train de chauffer. L'enfant ne présentait rien. Comme il est venu, c'est comme ça qu'il est parti. On sait, c'est un choc, c'est dur pour une mère qui donne la vie pour la première fois, à moins d'une année, à moins d'un an, l'enfant, sur qui tous les espoirs, d'ailleurs, toute l'envie de vivre était reposée, va lui clamser avant le parent. C'est difficile. On essaie d'imaginer dans quel état l'émotion qui t'habite en ce moment. Anne-Marie, sois forte et surtout, continue à te battre aux côtés de la vie et pour la vie. Et aujourd'hui, grâce bien sûr aux âmes de bonne volonté, grâce aux bienfaiteurs, tu peux tout de même soupirer, on dira ainsi. Je ne suis pas morte. Je suis là parmi vous. C'est dur, je vis avec. Bien évidemment, la mort n'empêchera jamais que l'amour. J'ai toujours cet amour en moi.
Je vis avec cette douleur dans mon cœur. Je me dis, je suis toute jeune. C'est une leçon. C'est une leçon. Je vis avec, j'essaie de témoigner cela à mon entourage. Je sors de loin. Mais après, il faut se dire, ça va aller. Il faut se battre. Il faut se battre. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras. Et ce combat, tu le mènes aussi bien jusqu'ici. D'ailleurs, c'est sous le contrôle, sous le regard du professeur, du docteur Diem Goué que je le dis. Il dit pour le profil mental que tu présentes quand même, c'est rare de voir des sujets de ton genre qui puissent être encore debout et solides comme tu l'es. Franchement, reste solide. Nous allons cette fois-ci aller dans le quotidien de Anne-Marie, qui est devenue bébé Chris. Bébé Chris n'est plus. Mais qu'est devenue la vie de Anne-Marie, la mère du bébé, bien après? Grâce bien sûr à votre sens de la charité, grâce à votre altruisme, grâce bien sûr à votre magnanimité. Aujourd'hui, Anne-Marie essaie de retrouver goût à la vie. Voici l'élément qui nous amène dans son vécu, dans son quotidien désormais. Nous sommes allés à la rencontre de Anne-Marie dans son domicile, dans l'activité qu'aujourd'hui elle mène grâce à vos contributions. Voici l'élément. 2020 à Equinoxe Regard Social. J'ai perdu l'enfant. J'ai perdu l'enfant le 26 février 2021. L'enfant n'a pas pu rester parmi nous. Voilà, sans me mentir, sans vous mentir à vous, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile parce que perdre un être cher, perdre un enfant pour qui je me suis battue 11 jours, ce n'est pas n'importe quoi. J'ai vécu un traumatisme déjà parce que je me suis donné corps et âme parce que je voulais que cet enfant soit parmi nous. Je voulais que cet enfant soit parmi nous, mais le bon Dieu a décidé ainsi qu'il puisse partir et aller se reposer. Donc, j'ai vécu une période tellement difficile. Je peux dire que j'étais tellement triste. J'étais tellement triste, ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait vraiment pas. Parce que quand un enfant vous quitte, vous êtes maman, vous êtes parent, vous êtes mieux placé pour comprendre cela. Et moi, pour une jeune fille qui a à peine 22 ans, je peux dire que ça m'a vraiment traumatisée. Je vais dire ça comme ça. J'ai vécu un grand traumatisme jusqu'à aujourd'hui. Je me demande que ferais-je dans ma prochaine grossesse. Est-ce que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas? Est-ce que je peux encore me permettre de porter une quelconque grossesse ou alors? Donc je me suis posé beaucoup de questions. Au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à croire. Je ne réalise vraiment pas que l'enfant m'a quitté. Une réinsertion sociale qui contribue à l'épanouissement de cette jeune fille de 22 ans qui a fini par comprendre la nécessité qu'est la vie, car elle est pleine de surprises. Et me voici aujourd'hui dans cet environnement parce que vous m'aviez soutenu, vous avez permis que je puisse aider l'enfant qu'il ait un jour de plus parmi nous. Mais malheureusement, l'enfant n'a pas pu tenir. Aujourd'hui, je suis ici avec tout ça là. J'ai pu faire quelque chose avec ce que vous m'aviez donné. J'ai pu m'organiser avec le groupe Regard Social, avec tous ces membres qui m'ont soutenu durant toute la période de mes difficultés. Et ensemble, on a pu s'organiser et trouver un truc que je pouvais faire. Et me voilà donc, je suis dans ma nouvelle boutique avec la joie au cœur. C'est vrai que ça aurait été mieux que l'enfant soit là, mais malheureusement, l'enfant nous a quittés et je tiens vraiment à vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné, pour tout cet amour. Parce que ici, même si l'enfant n'est pas là, quand je regarde, je suis les larmes, je dis, bon voilà ce que le bon Dieu a permis que je puisse avoir. Pour la maman du défunt bébé Chris Michel, la douleur de l'absence du bout de chou surgit de temps en temps, même s'il faut savoir tourner la page et être optimiste pour l'avenir. Aujourd'hui, même si l'enfant n'est pas, il y a toujours l'amour qui est. La mort n'empêchera jamais l'amour. L'amour y est toujours, mais après, les mots me manquent. Après, je suis contente, je suis heureuse parce que c'est vous qui avez permis que je puisse être là par le bon Dieu. Le bon Dieu vous a touché. Il a permis que je puisse avoir tout cela. Et je sais que ce n'est pas la fin du monde. Demain, je viendrai vous présenter le nouveau cadeau que Dieu va nous offrir. Demain, je viendrai peut-être des jumeaux, peut-être pas, mais après, je ne me lamente plus. Je remercie beaucoup l'Éternel. Ému par cet élan de cœur,
venue de l'ensemble des âmes de bonne volonté, Anne-Marie ne peut que s'incliner et remercier chacun des donateurs épris de bonté, de compassion. Elle a surtout tenu à réconforter les mamans qui, comme elle, connaissent cette situation. Aujourd'hui, je vais dire aux mamans qui ont traversé cette situation que je traverse aujourd'hui de ne pas lâcher, de ne pas baisser la garde, de continuer à prier et de se dire que bon, c'est la vie, ça peut arriver, remettre tout entre les mains de Dieu. Parce que tout ce que je peux dire, c'est que tout ce que l'on fait avec Dieu dedans, il nous réserve toujours des bonnes surprises. Ne vous découragez pas, ne dites pas que c'est la fin du monde. Ne dites pas que c'est la fin du monde. Essayez toujours, battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour vos enfants, même s'ils ne sont pas là. Ne regardez pas l'enfant de l'autre. Tu dis, si je pouvais aussi avoir ma part, non. Dis-toi que l'enfant, la mère, c'est la mère de l'humanité et que tout ce qui arrive, ça arrive avec une raison et avec une grâce. Donc, il n'y a aucune lamentation à se faire. Il n'y a pas de regret à se faire. On a enfanté, quand c'est Dieu qui donne, c'est aussi lui qui reprend. Donc, tout ce que je veux dire aux mamans qui ont perdu les enfants, des enfants, les nouveaux-nés ou les nourrissons ou les anciens bébés et tout, c'est que ne vous découragez pas. Moi, je n'ai qu'une seule phrase, c'est que continuez à faire du bon travail parce que vous réalisez des bonnes choses dans la vie des êtres humains. Tout ce que je vous dirais, c'est que merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, pour tous vos 5 francs, même si c'est 10 francs, ce n'est pas facile, mais le bon Dieu vous permet d'avoir ça et vous permet d'avoir cette main sous le cœur là, de nous suivre et tout. Donc, je dirais vraiment merci aux âmes de bonne volonté pour tout ce que vous aviez fait pour moi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que vous m'aviez suivi de pas à pas jusqu'à ce que l'enfant nous a quittés aujourd'hui. Vous aviez toujours été là pour nous. Donc, je vous dirais merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Pour tout ce que vous faites, vous réalisez beaucoup de choses, des merveilles dans nos vies. Des merveilles. Vraiment des merveilles. Donc, que le Seigneur multiplie vos finances, qu'il continue de vous bénir. Qu'il continue de vous bénir. Vos prières ont marché, même si aujourd'hui l'enfant n'est plus. Vos 100 francs ont marché, même si aujourd'hui l'enfant n'est plus. Ça a permis qu'on puisse acheter un comprimé. Ça a permis qu'on puisse sauver la vie de l'enfant. Ça a permis qu'on puisse le retenir, même pour 2 ou 3 jours. Donc, vous ne faites pas, vous faites que du bien. Vous faites que du bien. Vous faites que du bien dans nos vies. Je suis tellement émue. Merci de nous retrouver, vous faites bien de le faire. C'est Regard Social, notre réseau social où nous essayons à notre manière de nous rassembler autour d'une chaîne de solidarité afin d'oxygéner les espoirs, afin d'apporter un petit sourire, un petit plus et surtout afin d'apporter la vie où nécessité se fait sentir. Et c'était bien sûr l'élément tourné dans la nouvelle vie de Anne-Marie, une vie qui est prometteuse d'ailleurs, puisque Anne-Marie compte bien refaire des bébés. Anne-Marie est désormais investie dans une activité commerciale, activité dans laquelle elle propose au quotidien des épices, de l'agroalimentaire, des boissons gazeuses. D'ailleurs, elle commence à s'y plaire. Anne-Marie, dis-nous, comment est-ce que tu as embrassé ce cadeau qui vient bien sûr de la main des âmes de bonne volonté? Comment est-ce que tu as reçu ce projet de vie, ce nouveau projet qui te permet de t'insérer dans la société? Je ne m'imaginais pas être derrière un comptoir ou dans une boutique à mon si jeune âge. Au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre de dire que je suis patronne. Grâce aux âmes de bonne volonté, je suis très contente. Je n'ai pas volé. Je suis venue vers vous et vous m'avez accueilli. Je suis très contente de voir ça. Quand je tourne la face, je vois l'image, je me dis, tu as fait du bon travail. Et voilà ta récompense. Donc je suis très contente quand je vois, je dis merci Seigneur. Merci à vous qui m'avez soutenue. Et je me dis, derrière ça, derrière ce commerce me permettra aussi d'enlever un 5 francs, contribuer pour un enfant qui a besoin d'aide comme on l'a fait pour moi. Donc je suis très contente. Ça me redonne du sourire. Ça me redonne du sourire. Aujourd'hui, je peux me permettre de parler avec le sourire aux lèvres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est une
Regard social, je le dis très souvent, c'est le coup de main au lieu du coup de pied que certaines personnes donnent. Regard social, c'est tendre la perche aux personnes afin qu'elles puissent s'élancer dans la société et pourquoi ne pas retourner l'ascenseur aux autres. Dernier tour, je vais venir avec tout d'abord le psychologue, le docteur Djemgwe. Je préfère me rassurer. Alors docteur, dites-nous, comment est-ce qu'on fait le deuil d'un enfant comme Chris Michel dont le pronostic vital était déjà engagé dès sa venue à la vie? Le deuil, c'est un processus de digestion. C'est-à-dire que quelque chose s'est présenté qui est probablement indigeste, impossible même à avaler et donc à digérer. Et il faut nécessairement que cela débouche sur une résultante acceptable. Elle aurait pu, dès le départ, faire le deuil avec le diagnostic qui a été présenté quand on a constaté cette malformation, et puis, logiquement, engager une stratégie qui était raisonnable, qui consistait donc à stopper la grossesse parce qu'elle n'était pas viable. Et donc, le deuil aurait pu s'engager à ce moment-là, c'est-à-dire considérer que cette vie qui aurait pu apparaître et évoluer est vouée à s'arrêter. Et accepter que techniquement, tout s'arrête à ce moment-là. Mais elle a préféré accueillir cette vie sous la forme et la durée que cela aurait pu avoir et être le témoin du moment où, naturellement, elle s'arrêterait. Donc, le bébé s'est éteint dans ses bras. Elle en a certainement souffert en endurant la douleur légitime d'une mère qui voit disparaître sa progéniture. Mais on peut croire qu'elle aurait dû s'y attendre. Mais quand on croit, comme c'est le cas pour elle, rien ne lui interdisait d'espérer que les pronostics puissent être démentis et que cet enfant puisse vivre très longtemps. Malheureusement, au moment où la vie s'arrête, quelque chose aussi dans son cerveau lui dit « c'est un cadeau, il aurait pu ne pas vivre aussi longtemps ». Et puis peut-être c'est une expérience merveilleuse. Et la valeur de cette expérience ne tient pas seulement à la durée dans le calendrier. Ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 70 ans. Ça peut être 10 jours, ça peut être 70 jours. Mais c'est probablement quelque chose de précieux, un trésor dont elle a su apprécier la valeur. Et désormais, dans son expérience à elle, c'est quelque chose de nourrissant, qui fait qu'elle a le sourire, elle a l'espoir. Et donc, le deuil, finalement, s'est accompli, c'est la résolution de cette trajectoire-là. Et elle présente une certaine gratitude, une certaine reconnaissance, qui est une reconnaissance à la vie, une reconnaissance à la solidarité, une reconnaissance peut-être au miracle, qui ne prend pas toujours les formes auxquelles on s'attend. Mais sa vie a changé d'une certaine manière. Il y a de l'amertume, de la douleur, il y a de l'espoir, et elle se revoit en train de vivre une expérience de maternité. Toujours est-il ici, peut-être qu'on n'a pas vu apparaître un seul instant le co-auteur, n'est-ce pas, de cette vie. Et je n'irai pas jusqu'à lui demander si la suite, avec les désirs de maternité, les rêves de maternité, s'envisage avec le même auteur. Allez-y, je vous en prie, allons-y. Donc, on y viendra, je crois qu'elle va nous apporter une réponse là-dessus. On y reviendra. Donc, voilà, donc le deuil semble être fait. Maintenant, on peut estimer aussi qu'il y a une certaine appréhension, parce qu'elle a dit, j'ai été traumatisée. Traumatisée parce que finalement, quelque chose est redouté au futur. Que sera ma prochaine grossesse? À quoi va-t-elle ressembler? À quoi devrais-je m'attendre? Est-ce que ça va être la répétition de ce que j'ai enduré au passé? Donc, quand on est dans cette disposition, ça prouve que dans la mémoire, quelque chose de difficile s'est installé et que désormais, quand on anticipe, quand on envisage le futur,
mais par anticipation, on vit déjà la difficulté à laquelle on ne voudrait pas être confronté. Donc ça, c'est du trauma. Ça n'empêche pas nécessairement le deuil, mais ça va le rendre un peu plus difficile. Et à ce moment-là, peut-être que, avant de s'engager dans une prochaine maternité, il serait recommandable de se faire accompagner. C'est-à-dire que la préparation de la grossesse, le suivi de la grossesse soit en même temps associé à une prise en charge psychologique pour que le moment d'aller, par exemple, à la première échographie, elle ne se voit pas en train de revivre le film, n'est-ce pas, et le scénario de l'échographie du bébé dont elle peut déplorer la disparition, et que chaque échéance, chaque programmation d'échographie ne soit pas un cauchemar, en ce sens qu'elle s'attendrait à ce qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle qui soit la répétition, n'est-ce pas, du scénario de la première grossesse. Est-ce qu'elle peut redouter désormais le fait de passer par l'échographie et attendre? Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver justement parce que le trauma, tant qu'il est actif, échographie signifie risque de. Voilà, donc traiter le trauma consistera donc à désactiver cette appréhension, cette anticipation. Et du coup, elle pourra vivre sa grossesse avec une plus grande sérénité, ce qui est quelque chose de souhaitable à la fois pour le neurodéveloppement du fœtus, parce que le stress maternel est connu comme étant un pourvoyeur de troubles du développement fœtal. Et donc, ça pourrait déboucher maintenant sur d'autres difficultés qui ne sont pas le signe ou la cause d'une mortalité du fœtus ou de l'enfant, mais ça peut être des désordres dans le développement psychomoteur de l'enfant, et ceci serait regrettable. C'est donc pour cette raison que traiter ce traumatisme qu'elle a elle-même évoqué avant la prochaine grossesse, ou au moins pendant la prochaine grossesse, augmenterait les chances que non seulement le fœtus lui-même se développe de manière harmonieuse, mais que son expérience de cette grossesse soit une expérience épanouissante. D'accord, merci docteur. Docteur Emapi, alors dites-nous, pour le cas d'espèce, est-ce que ça concerne que des personnes, exclusivement des personnes d'un certain âge? Des anomalies, des femmes qui font des enfants avec des anomalies congénitales, est-ce que ça concerne des personnes d'un certain âge? C'est vrai qu'il y a des malformations. Il y a des malformations congénitales qui ont un rapport avec l'âge. C'est le cas par exemple de la trisomie 21, pour lesquelles on observe une grosse fréquence chez des patientes qui sont un peu plus âgées, même si on peut les trouver chez des jeunes, mais la fréquence beaucoup plus chez les femmes âgées. Par contre, pour d'autres malformations, il n'est pas question d'âge. Cela peut survenir chez n'importe qui, chez n'importe quelle femme et à n'importe quel âge. Cela peut être au cours de la première grossesse, comme cela peut survenir au cours de la dernière grossesse. Cela peut survenir à 18 ans, comme cela peut survenir chez une femme de 45 ans. Donc ici, il n'y a pas de notion d'âge. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des causes qui sont parfois étiquetées, mais d'autres non. C'est-à-dire qu'on va avoir des malformations, on ne va pas comprendre quelle est la cause réelle. Lorsque vous lisez des livres, on ne va pas vous dire que si vous faites ceci, vous allez avoir. Non, cela survient simplement au cours du développement embryologique de l'enfant. Donc, il n'y a pas une notion d'âge pour toutes les malformations. Ça, c'était bon à savoir. Et pour sortir, c'est avec docteur Gembou Stéphane. Docteur, certainement des recommandations à ces jeunes mamans, à ces jeunes futures mamans qui nous regardent ce soir. Des recommandations, certainement un petit message. Bon, la principale recommandation serait, avant de penser à avoir un enfant, de faire les bilans prénuptiaux déjà avec le conjoint. C'est la première étape. Avant de penser à l'enfant, commencez déjà par faire les bilans prénuptiaux. C'est pour ça qu'on a... Ce qui n'est pas propre aux habitudes. Oui, c'est très rare qu'on ait ça en consultation. Donc, c'est la première chose à faire, de faire des examens prénuptiaux des deux conjoints qui nous permettraient d'avoir quelques indices de la possibilité
que survienne un événement non souhaitable, pas forcément une malformation, ça peut être une infection, ça peut être autre chose. Donc en faisant les examens prénuptiaux, déjà au moins, on aurait une petite base sur laquelle on pourrait travailler dans le futur. La deuxième chose serait que pendant la grossesse, il n'y a pas que la malformation qui nous intéresse aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui existent. Et par rapport à certaines malformations, il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui, notamment les malformations du système nerveux, avec la prise d'acide folique qui se fait systématiquement. Par exemple, ça peut se faire même avant la conception. On peut commencer à prendre de l'acide folique avant la conception et puis on continue après la conception jusqu'à l'accouchement, par exemple. Donc c'est en ça qu'il faudrait recommander, premièrement, les examens prénuptiaux. Deuxièmement, la prise des médicaments qui sont recommandés, en l'occurrence l'acide folique avant la conception. Et ensuite, de respecter les rendez-vous fixés par les gynécologues au moment de suivi de grossesse. Parce que le suivi d'une grossesse respecte un certain calendrier et le respect du calendrier permet d'anticiper ou bien de voir le plus tôt possible les malformations ou bien les anomalies ou les problèmes qui pourraient survenir aussi bien pour la mère que pour le bébé. Ah, moi, j'ai une question comme ça, toute bête. Hein. Alors, il est vrai qu'on ne peut pas interrompre l'évolution de l'anomalie. Vous le disiez dans votre propos il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment... Ça veut dire qu'on ne peut pas éviter que l'enfant naisse avec l'anomalie si c'est déjà détecté dans la phase fœtale? Ça dépend de l'anomalie. Disons que quand on parle de malformation congénitale, on ne peut pas empêcher l'évolution de la malformation congénitale. Je parle de malformation. C'est-à-dire, parce que quand on dit malformation congénitale, je vais prendre un exemple un peu plus facile. Disons un pied beau, varus séquent, c'est-à-dire quelqu'un qui naît avec les pieds qui sont déformés. Dans le ventre de la mère, tu ne peux pas faire grand-chose. La seule chose à faire, c'est d'observer. Et puis quand il naît, dans le cas d'espèce, on peut corriger, par exemple. C'est à la naissance qu'on va corriger. Mais pendant le déroulé de la grossesse, la seule chose que tu puisses faire, c'est de voir comment ça évolue, de regarder les malformations qui sont souvent associées à la malformation qu'on a vue pour pouvoir savoir si oui ou non elles sont présentes. C'est principalement les actions qu'on peut mener. C'est bien plus clair. Merci, docteur Nguembo Stéphane, d'être passé sur notre plateau. Disons, très vite, hein. Si jamais vous voyez allumer par ici, ceux que nous sommes là, ne manquez pas de nous rendre visite. Merci, docteur. À vous. Docteur Djemgoué, je vais m'y habituer. Docteur Djemgoué, d'ailleurs, qui est un habitué de nos plateaux. Ce que vous avez comme difficulté se soigne par l'orthophonie. Donc, je vais vous prendre rendez-vous. D'accord. Merci et à très vite, docteur. Docteur Emma Piété des Nôtres, il nous a fait l'amitié et l'honneur d'être là. Surtout qu'il a essayé de bousculer dans son agenda pour nous. Je reçois notre soleil de minuit. Madame Tembe Irène est présente. D'ailleurs, chaque fois qu'elle est là, c'est pour nous apporter que de bonnes nouvelles. Hein. Bonsoir Irène et bienvenue sur ton plateau. Bonsoir l'astre de minuit. Oh là là, je suis flatté. Je vais rougir là. Alors, Irène, nous sommes accrochés à tes lèvres. Qu'est-ce qui se passe de ton côté, dis-nous? Tout à fait. Sur ce plateau, l'année dernière, au mois d'avril 2020, nous avons reçu sur ce plateau la maman de bébé Chris Michel qui est présente ici. Et le cri de cœur de ce tout petit bébé a vraiment soulevé les âmes de bonne volonté. Et les soldats de la solidarité avaient contribué en cette période un montant de 7 862 892 francs CFA. Et les dépenses hospitalières se sont élevées à 2 441 000 francs CFA. Et actuellement, comme vous le savez, à Equinox Télévision, il reste un montant de 5 421 892 francs CFA. Nous avons actuellement une nouvelle logique qui consiste à ce que lorsqu'il y a un décès, lorsque nous avons un cas social qui viendrait de décéder, le solde de ce cas social est divisé en deux. C'est-à-dire, une partie est remise à la famille pour que cette famille puisse porter un projet qui pourra aider soit les parents, soit la maman de ce projet, soit la maman de ce tout petit à être quelque chose demain. Et l'autre partie maintenant est reversée dans le compte des autres cas sociaux qui sont en souffrance parce que faute de moyens, ces cas sociaux ne peuvent pas être pris en charge. Ouais. Donc actuellement, avec le montant de 5 421 892 francs CFA, cette somme a été divisée en deux. Et nous avons eu un montant de 2 710 946 000 francs CFA qui doit en principe revenir à la famille de bébé Chris Michel. Un projet a été monté par la maman du bébé
Et le coût du projet, c'est-à-dire l'implémentation de son alimentation, a coûté un montant de 2 10 000 francs CFA. Actuellement, elle retournera avec la somme de 700 946 francs CFA. Là, c'est le solde. On pourra parler de fonds de roulement. C'est avec ça qu'elle pourra gérer sa boutique, subvenir à ses petits besoins et essayer de s'en sortir, parce que vous en convenez, moi, que lorsqu'on ouvre une petite structure, il faut du temps. Il faut au moins 1 à 2 ans pour commencer à avoir les retombées de ce petit commerce. Donc, grâce à ce petit fonds de roulement, elle pourra essayer de gérer le loyer, les autres marchandises qu'il faudra acheter et tout. Maintenant, les heureux, on pourra dire les heureux, c'est-à-dire le don de bébé Chris Michel a été reparti entre les différents cas sociaux. Nous avons le cas de bébé Miracle, qui est un autre cas qui était atteint d'hydrocéphalie. Ce bébé a été opéré le mois dernier. Malheureusement, ce bébé actuellement est coincé à l'hôpital parce que son compte est vide. Bébé Miracle a été opéré, mais il a eu des escarres au niveau de la partie gauche de sa tête et actuellement il est interné à l'hôpital, mais faute de moyens, il ne peut pas continuer le traitement. Dans la somme de 500 000 francs CFA, grâce aux dons de bébé Chris Michel, a été reversé dans son compte. Ce qui veut dire qu'actuellement, bébé Miracle, dès demain matin, j'annoncerai la très très bonne nouvelle à sa maman qui était tout éplorée quand elle m'appelait avant-hier, qu'elle ne sait plus où est-ce qu'elle va donner la tête, parce que là, elle risque de perdre son enfant. Malgré vos efforts, chers téléspectateurs, pour que cet enfant puisse avoir la tête, cette tête énorme qui a été vraiment réduite, mais actuellement qui a un côté plein d'escarres. Donc, grâce à ce don généreux de bébé Chris Michel, avec son... On ne peut pas dire que la mort, c'est une très bonne chose, mais grâce à ce don, bébé Miracle pourra également retrouver la vie, il pourra également avoir la joie de sourire à sa maman. Nous avons également le cas de bébé Vasquez, qui est le deuxième bébé atteint d'hydrocéphalie, toujours également avec la tête qui gonfle. Oui. Ce bébé également avait été opéré, mais son compte était également au rouge. L'enfant n'avait plus rien du tout. Et c'est à crédit que cet enfant a été opéré. Et grâce aujourd'hui au don de bébé Chris Michel, cette ardoise de dette va être effacée et il restera dans le compte de cet enfant un montant de 233 900 francs CFA. Je pense qu'avec ce montant, sa maman pourra continuer à faire les pansements et tout. Le troisième bénéficiaire du don de bébé Chris Michel est le bébé Ange Joël. Ce bébé qui ne chie pas, que lorsqu'il fait des selles, il ne ressent rien du tout. Ce bébé également a bénéficié du don de bébé Chris Michel d'un montant de 500 000 francs CFA. Son compteur remonte à 1 6 500 francs CFA. Le quatrième bénéficiaire est le cas de bébé Freshline, cette petite fille de l'année dernière qui n'avait ni vagin ni anus. Cet enfant, grâce à cet enfant, elle a été opérée par le docteur Emapi qui était présent sur ce plateau. Gratuitement, il faudra le relever parce qu'à l'époque, elle ne possédait que 400 000 francs dans son compte. Son vagin a été remis, mais actuellement, elle a besoin d'une opération au niveau de son anus. Grâce au don de bébé Chris Michel, son montant se lève à 1 6 000 francs CFA. Le cinquième bénéficiaire du don de bébé Chris Michel, c'est le bébé Clara. Cet enfant qui était présent sur ce plateau l'année dernière, enfant hermaphrodite avec 2 sexes. On ne connaissait s'il était une fille ou un garçon, mais avec le temps, cet enfant a pris le visage et la corpulence d'un garçon. Mais ce bébé a besoin d'une opération. Il a déjà entamé une série d'examens chez le docteur Sachua, qui va bientôt le prendre en charge. Et grâce au don de bébé Chris Michel, cet enfant actuellement a un montant de 1 241 505 francs CFA dans son compte. Le sixième bénéficiaire du don de bébé Chris Michel est le bébé Lazare. C'est cet enfant que nous avons reçu ici dernièrement sur ce plateau, qui avait été victime d'une mauvaise circoncision par un médecin. Cet enfant aujourd'hui a dans son compte un montant de 1 68 533 francs CFA. Vous voyez, chers téléspectateurs, que votre don n'est pas allé dans les oreilles des sourds. Grâce aux reliquats
de ce don, on va donner le bonheur à 6 autres enfants. 6 autres vies. 6 autres vies. On n'a pas pu sauver bébé Chris Michel, mais par la grâce de Dieu, on sauvera 6 autres enfants. Donc nous vous disons avec la main sur le cœur, merci. Merci également à la mère de bébé Chris Michel qui a été très compréhensive, qui a compris qu'il y avait des vies qui étaient en jeu, qui a compris qu'il fallait, si on n'a pas pu donner le sourire, si on n'a pas pu donner la vie à bébé Chris Michel, on pouvait donner de l'espoir à 6 autres familles. Donc, grâce à vous, chers soldats de la solidarité, nous avons aujourd'hui dans 6 familles, je suis sûre de moi, qui sont devant le petit écran avec le sourire aux lèvres, en levant les mains et en disant à Dieu, merci pour cette grâce, merci pour ce don. Donc, chers téléspectateurs, la somme de 2 706 910 francs CFA a été répartie en 6 cas. En 500 000 et le dernier a reçu 210 946 francs CFA. 6 cas d'ailleurs, 6 cas qui ont trouvé faveur grâce bien sûr malheureusement par le décès de bébé Chris Michel. C'est cet ange-là aujourd'hui qui permet à d'autres anges, qui veille sur d'autres anges et leur permet eux aussi, pourquoi pas, de pouvoir recouvrer la vie, de recouvrer la santé et pourquoi pas d'avoir encore beaucoup plus de temps de vie. À vous, Irène Tembe, on passe à autre chose cette fois-ci. Tout à fait. Il n'y a pas que les... On dira ce sont des très très mauvaises nouvelles. Nous avons également reçu sur ce plateau l'année dernière le cas de Michel Patrice, ce jeune homme à peine dans la trentaine avec une épouse et tout, qui avait été victime des blessures inguérissables et qui avait été interné grâce à vos dons dans un hôpital de la léproserie de, je crois c'est d'Ibamba, si je ne me trompe pas. Et malheureusement, il a été amputé de la jambe. Michel Patrice a été opéré encore dernièrement, mais actuellement, Michel Patrice ne peut pas être libéré de l'hôpital parce qu'il faut des fonds. Il faut des fonds qui nécessitent un montant de près de, disons, dans les 500 à 600 000 francs CFA. Et chers téléspectateurs, actuellement, depuis la date du 13 octobre 2021, vous avez contribué un montant de 136 750 francs CFA. Vous convenez avec moi, chers téléspectateurs, qu'il est temps, soldats de la solidarité, que nous puissions continuer à mettre la machine de la solidarité en route pour pouvoir redonner également du sourire, parce que c'est notre mission salvatrice, redonner du sourire à ces personnes qui en ont perdu. Il est temps pour nous de remettre la machine en marche et de redonner du sourire à la famille de Michel Patrice en contribuant ne serait-ce que par 100 francs, 200, 300 francs via les numéros de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous contribuez, ainsi que le montant contribué. Si la régie me permet, je pourrais donner la liste des différentes personnes qui ont bien voulu oui, bien sûr, Irène, contribuer. tu auras le temps bien sûr de nous rendre compte des différentes contributions, des fonds mobilisés jusqu'ici pour les différents cas sociaux. Mais avant, je te propose qu'on aille regarder cet élément qui d'ailleurs montre l'opération proprement dite de Michel Patrice. Allons-y, c'est en images. Non, non, il va pas. Ne parlez pas ma femme. Nous sommes rendus à la phase terminale de la prise en charge du cas Michel Patrice. Le sujet a connu une détérioration rapide de son pied suite à un accident de moto. Tu vas descendre, tu vas.
Deux opérations chirurgicales ont été exécutées afin de mieux cerner le mal, avant d'opter pour la troisième qui indique une amputation afin de sauver la vie du patient Michel Patrice. Beaucoup de grèves dans tous les autres centres. C'est après les analyses à la léproserie qu'on a trouvé qu'avec cette infection, on ne pouvait pas réussir à sauver le pied. Et c'est en ce moment qu'on a discuté avec lui. Les gens de la léproserie l'ont convaincu et il a accepté l'amputation. C'est pour cette raison qu'on l'a référé ici, pour que nous puissions faire cette amputation. C'est le centre de santé catholique Saint-Jean-de-Dieu qui se charge de cette tâche. Michel Patrice, ce matin, est plutôt d'humeur détendue avant et pendant son admission au bloc opératoire. Une préparation psychologique et le déroulé de ce qui va suivre lui sont dévoilés. Premier, deuxième, c'était pourquoi? La greffe. Toujours pour le même pied. Ça fait combien de temps le pied? Ça fait, quand on a greffé la première fois, ça fait 13 ans. Non, ça fait 17 ans, c'est revenu. Et après, quand on a encore retravaillé dessus, ça fait juste... on n'a pas fait 1 an. Pas encore. Ok. Bon, première chirurgie, on avait fait quel genre d'anesthésie? Local. On avait pas général, on a fait l'anesthésie locale. Ok. Bon, on va faire la même chose aujourd'hui. L'anesthésie locale, on va piquer par le dos. Quand on va piquer par le dos, après 3 ou 5 minutes, tu vas sentir le pied comme si c'est le crampes. À un moment donné, je vais demander que tu soulèves le pied droit ou c'est gauche. Le pied droit, je vais demander que tu soulèves. Bon, quand tu vas sentir que c'est lourd, ça va dire que l'anesthésie a bien prise. Donc ça sera comme la dernière fois qu'on a fait les autres chirurgies. Tout va se passer bien. Tout là est bien non, parce que quand on finit, tu pourras manger. N'est-ce pas? La dernière fois qu'on a fait, tu as attendu combien de temps avant de manger? Quand on a fait la dernière fois, si je me souviens bien, c'était dans l'après-midi que j'ai mangé parce qu'on avait l'opération se passait tard, vers 11h. Ok. Donc, le local est souvent bien parce que après, quand le malade se repose, le malade pourra manger à son heure ce qu'il veut manger. Et quand on fait comme ça, là, nous tous, tu vas rester éveillé. Quand on finit, tes gardes malades seront là pour t'accueillir. Tu vas aussi leur dire comment ça s'est passé. On va causer pendant la chirurgie. Une inquiétude va se glisser dans la tête du patient. C'est au sujet de l'adhésion facile de la prothèse qui devrait lui permettre de mieux mouvoir sa jambe. La dernière fois, il m'a fait comprendre que le demandait qu'on prenne plutôt en bas et pour pouvoir avoir le maillon porté la prothèse. Donc, il m'a fait comprendre que non, même en prenant en haut, on peut avoir le maillon porté la prothèse. Mais il y a aussi un petit souci par rapport à la lecture du cliché. Dans la lecture, puisque sur le papier là, si vous regardez, ils disent qu'à partir du genou, il y a une légère calcination là-bas. Je ne sais pas si vous lisez ça. Pourquoi on se conseille que si c'est un conseil seulement, si peut-être en prenant en bas, si
si en prenant en bas, cette légère calcination peut causer des problèmes de main, on prend alors en haut. C'est vous qui connaissez, parce que moi je n'y connais pas, mais j'ai expliqué juste ce que les soeurs de l'autre côté m'ont fait comprendre. Que si en prenant plus bas, ça devait faciliter d'avoir un maillon pour la prothèse, mais en haut, ça ne serait pas facile parce qu'il faut que le genou ait une flexion. Pour la flexion du genou. Voilà, si vous pouvez peut-être lancer sur la lecture du cliché pour voir vous-même, parce que moi je ne connais pas la médecine. Quand tu demandes qu'on fait l'amputation au-delà du genou, mais moi je me dis, si on le fait un peu bas, là l'articulation naturelle facilite qu'on te fabrique une très bonne prothèse. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Quand je veux ouvrir, je veux voir jusqu'au niveau où l'os est atteint. Si c'est vraiment plus bas, là tu as beaucoup de chance. Mais si ça va vers le haut, on trouve que c'est plus proche vers le genou. Là, c'est obligé de couper ça à deux travers le droit du genou. Là, on te fera une prothèse avec le genou artificiel. Or là, c'est ce que je veux éviter, puis là, c'est plus compliqué. Chaque fois, tu vas aller pour qu'on revérifie. Alors qu'avec une prothèse un peu plus bas, tu n'as pas besoin d'aller là-bas tous les temps pour te faire vérifier. Plus la prothèse au-dessus du genou, parfois, la plupart du temps, ça laisse des blessures au niveau des maillons. Tu comprends maintenant? Alors qu'en bas, on fait ça comme un petit chapeau et on met ton pied dessus, on adapte au pied et tout se passe très bien. Ok? Donc la seule chose qui nous reste, dès que tu reçois l'anesthésie, on ouvre, on voit si l'os n'est pas atteint vers le haut, on fait ça plus bas. Là, pour te faciliter les choses, d'accord? Rassuré par les informations du chirurgien, l'on peut désormais procéder à l'opération proprement dite. Elle exige tout d'abord une anesthésie. L'anesthésie que je viens de faire, ça va prendre 2 heures du temps pour la chirurgie. L'anesthésie, il va se remettre, puisque maintenant qu'on vient de faire l'anesthésie, il va sentir les pieds comme si c'est des crampes, comme si c'est mort, ça pèse. Mais après les 2 heures du temps, là, il va ressentir. Là, les douleurs vont recommencer. Il va commencer à sentir les douleurs. Après les 2 heures du temps, là, l'anesthésie va expirer. Oui, il va ressentir le pied, il va bouger le pied. Il va soulever le pied. Place cette fois-ci à l'opération. Les experts vont couper par-ci et renfermer par-là. Et au final, tout est recousu avec beaucoup de précautions et prévention, comme le dit le chirurgien. Nous pouvons corriger ça jusqu'à l'âge de 32 ans par l'opération. Maintenant, on peut corriger sans opérer jusqu'à l'âge de 13 ans en utilisant la méthode pour les clofoot, c'est les petits enfants. Mais en ce qui concerne les nivarum, les valgum, là on les opère, ils restent sur plâtre pendant 45 jours. On fait l'ablation et on procède à la pose des calipas qui peuvent utiliser entre 6 et 1 an. Pour que la forme prenne le pied définitif, en ce moment on libère ses enfants à la mer. Tous les 3 mois ils repassent, on les suit pour savoir s'il n'y a pas eu un mauvais mouvement qui peut entraîner encore l'autre malformation. Donc on les suit sur au moins 3 ans avant de les laisser partir. C'est sous escorte que Michel Patrice va regagner sa salle d'hospitalisation. Quelques recommandations sont faites pour permettre aux patients de ne pas trop bouger et surtout pour que sa blessure cicatrise rapidement. Pour faire n'importe quoi, ce qu'ils vont manger. Il évite seulement les plantains, non mûrs, les choses dures là. Et ils vont aussi boire beaucoup de l'eau, même 2 litres par jour. Oui, ça va l'aider beaucoup. Et à partir de demain, tu pourras lui faire les fruits. Oui, il mange beaucoup
beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ça va l'aider pour que la plaie... Oui. Donc il connaît la position, comme j'ai dit. Dès qu'il mange, il se couche. Et pour aujourd'hui, là, il évite de causer. Oui, parce que s'il cause beaucoup, il bavarde, il aura les maux de tête. Il y a un souci. Non, le pain aussi, on laisse le pain. C'est que ça va lui faire traîner pour faire les selles. Et pour le moment, comme il ne peut pas se déplacer, ça va déranger. Oui, c'est pour cela que je dis les choses du là. Quand tu veux aussi faire les selles, ça va. Oui. Au sorti du bloc opératoire, l'expert révèle ce qu'il y a eu à faire pendant cette heure et demie qu'aura duré l'opération. L'anesthésie avait été prévue pour 2 heures de temps. Je vous ai déjà dit au préalable. Du tiers. En ce moment, nous essayons de faire un peu plus bas. Alors, l'opération s'est vraiment bien déroulée. Moi, je pensais qu'on devait faire ces 2 heures de temps à la mer, environ 1h27 minutes. Nous avions pu... Là, il évite de causer. Oui, parce que s'il cause beaucoup, il bavarde, il aura les maux de tête. Il y a un souci. Non, le pain aussi, on laisse le pain. Ce qui est dur, c'est que ça va lui faire pour traîner, pour faire les selles. Et pour le moment, comme il ne peut pas se déplacer, oui, donc il faut qu'on évite. Ce n'est pas que ça va déranger. Oui, c'est pour cela que je dis les choses du là. Quand tu veux aussi faire les selles, ça va. Oui. L'anesthésie avait été prévue pour 2 heures de temps. Et quand nous sommes arrivés, comme je vous ai déjà dit au préalable, il y avait 2 possibilités concernant cette amputation. Où ça se passe à 2 travers de doigts au-dessus du genou, où on le prend au tiers supérieur du tibia. Là, à ce moment, quand nous avions ouvert à partir de sa blessure, nous avions constaté que l'infection osseuse s'est arrêtée au niveau du tiers moyen. En ce moment, nous avions décidé donc de faire une amputation un peu plus bas, ce qui devait le favoriser pour la fabrication de sa prothèse. Donc, l'articulation naturelle était conservée dans la prothèse et plus facile à être obtenue. Alors, l'opération s'est vraiment bien déroulée. Moi, je pensais qu'on devait faire ces 2 heures de temps à la mer, environ 1h27 minutes. Nous avions pu achever son opération. Et vers la fin, le malade s'est bien sorti. Il est quitté des blocs dans de bonnes conditions, sans autre complication. Et nous souhaitons qu'il recouvre de la même façon, de manière le plus rapide que possible, pour intégrer la famille. C'était naturellement, bien évidemment, l'élément témoin de l'opération chirurgicale qu'a connue le patient Michel Patrice. Aujourd'hui, Patrice est encore à vos portes, est en train de toquer à vos portes, à la porte de vos bourses, afin bien sûr de contribuer pour payer, éponger la facture qui se trouve du côté de la clinique dans laquelle a été opéré Patrice, Michel Patrice. Par bien sûr le canal de Regard Social, vous invite une fois de plus, mais pas de trop, à manifester votre générosité à son endroit. Irène Tembe. Oui, nous avons perçu donc depuis ce cri de cœur le 13 octobre 2021 les différentes contributions. Gertrude Djoukam 5 000 francs, Dompe de Rêve d'Or 4 000 francs, Papa Simon Roger 1 000 francs, Géraldine Irène Nyanda 1 000 francs, Madame Haché 250, Maman Alima de l'Omnisport 5 000 francs, Maman Mani de Canaan de Nudedo 2 000 francs,
To God be the glory, Bonamou Sadi, 5 000 francs. Bienfaitrice de PK 11 000 francs. Une famille bienfaitrice d'aider à 25 000. Madame Golem Marie, 2 000 francs. Rose Noël Amenou, épouse Adjembe, 3 000 francs. Wambon, 2 000. Kemdem Jean-Pierre, 1 000 francs. Florence Désirée Decha, épouse Djami, 1 500. Régine Jeanne Bia, 5 000 francs. Anne Wacho, 5 000 francs. Denise Aubrek Ouyandje Kayap, 2 000 francs. Couple Badieu, 1 500. Anonyme, 10 000 francs. Eben Berthe, 5 000 francs. Un chrétien Saint-Paul, 500 francs. Maman Fondjo de Konsamba, 5 000 francs. La famille Chakam Jean-Marie, 1 000 francs. Un bienfaiteur, 5 000 francs. Compagne Ballon, 1 000 francs. Docteur Bébé Eyidi depuis Cotonou, 10 000 francs. Kamse Dimitri, 10 000 francs. La famille Ndene depuis Lorpom, 5 000 francs. Kouedo Patrick de Franceville au Gabon, 5 000 francs. Famille Bias, 5 000 francs. Une femme de l'IFC, 2 000 francs. Nous avons un montant pour le cas de Michel Patrice de 136 750 francs CFA. Il faut dire qu'il y a encore des efforts à conjuguer afin de pouvoir arriver à la somme réclamée par l'hôpital qui a bien sûr mené cette opération. Tout à fait. La route est encore longue, donc nous prions nos âmes de bonne volonté, nos soldats de la solidarité, de continuer la machine de la solidarité à marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16, et de bien vouloir spécifier, parce que les cas sont nombreux, par message, votre nom, le cas social pour lequel vous contribuez, ainsi que le montant contribué. Merci Irène pour ces nouvelles que tu nous rapportes ici, des nouvelles tout de même qui concourent à apporter un petit peu d'espoir dans les familles et surtout à apporter de l'oxygène à ces personnes qui sont dans le besoin. Tout à fait. On va encore faire un petit recap de la situation de bébé Chris Michel. Comme je le disais à l'entame de mes propos, nous avons perçu un montant de 7 862 892 francs CFA. Nous avons dépensé 2 441 000 francs CFA à l'hôpital. Et il nous restait en caisse 5 421 892 francs CFA. Et comme le veut la nouvelle loi Regard social, en cas de décès, le solde de la caisse est divisé en deux parties, c'est-à-dire une partie est remise à la famille qui doit monter un projet et l'autre partie est repartie entre plusieurs cas sociaux qui sont en détresse. C'est le cas, c'est ce qui a été fait. La somme de 2 710 946 000 francs CFA a été remise à la famille qui a monté un projet qui s'est élevé à un montant de 2 10 000 francs CFA. Actuellement, le fonds de roulement qui sera remis à la maman de bébé Chris Michel s'élève à un montant de 700 946 francs CFA. Et les 2 710 000 francs ont été répartis par les différents cas sociaux, à savoir bébé Miracle, notre bébé atteint d'hydrocéphalie qui a été opéré le mois dernier à la clinique des Merveilles, bébé Vasquez, bébé Ange-Joël, bébé Freshlin, bébé Clara et bébé Lazare. Voilà les différents cas sociaux qui ont bénéficié de la générosité de bébé Chris Michel malgré son décès. Un ange qui est monté, veillé sur d'autres anges, bébé Chris Michel. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à ce public qui nous accompagne traditionnellement à chacune des occasions. Merci à la grande équipe de production de Regard Social. Je pense tour à tour à Eric Watat, Dallas Chana, Cédric Chouna, Zéphérin Gondi, Warren, The2. Et puis un petit clin d'œil à Maman Kirika du côté de la plage de Kribi qui est une inconditionnelle de ce programme. Nous sommes arrivés en terminaison. Prenez soin de vous, prenez soin de votre. La vie est aussi cher que tout. Bonne fin de soirée à tous. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
de lundi à vendredi sur Equinox Télévision.